ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur d'échouer et toujours rester motivé. Bienvenue sur le podcast Yaniro. Je m'appelle Alexis Eve et 2 fois par mois, je vais à la rencontre d'entrepreneurs qui choisissent, le temps d'une discussion, de retirer leur costume de super-héros pour parler avec leur cœur de Jedi. Là où les super-héros de l'entrepreneuriat sont infaillibles, les Jedi doutent, se trompent et bravent les 1000 turbulences de l'aventure entrepreneuriale. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller plus loin que le simple repas complet. Yaniro, ce n'est pas qu'un podcast. En effet, nous organisons régulièrement des ateliers gratuits dédiés à l'impact de l'humain sur la croissance en start-up. Comment ne pas se faire bouffer par sa start-up ? Que faire si mon associé vient de Mars alors que je viens de Vénus ? Si ces sujets vous parlent, alors rendez-vous sur www.yaniro.co/events EVENTS pour assister au prochain événement. C'est le meilleur moyen pour aller plus loin, tout simplement. Donc je passe beaucoup de temps avec les équipes, beaucoup d'humains. Je vous donne donc rendez-vous en vrai pour un prochain atelier Yaniro. Et en attendant, vous laisse avec ce nouvel épisode du podcast. Bonne écoute. Bonjour Anthony, comment vas-tu ? Bonjour, très bien et toi ? Écoute, ça va très bien. Nous sommes aujourd'hui dans les bureaux de Feed. C'est très joli, c'est très sympa. Il résonne une jolie petite ambiance, bien motivée et puis bien busy, comme on dit. Et je pense que tu vas nous en dire plus dans pas très longtemps de pourquoi est-ce que tout le monde s'affaire en ce moment. Avant, peut-être quelques mots sur Feed. Alors j'imagine que la plupart, si ce n'est que 100% des gens qui nous écoutent, ont déjà une très bonne idée parce qu'ils ont croisé ces jolies bouteilles ou ces jolis bars dans les supermarchés et grandes surfaces. Mais comment est-ce que tu décrirais Feed à l'instant T ? À l'instant T, et tu as raison parce que ça évolue très régulièrement dans les startups, le pitch, je dirais que c'est de la nutrition pratique, équilibrée, dans des formats qui ne nécessitent aucune préparation. Donc l'objectif, ça va être de remplacer un moment de consommation de nutrition, donc soit du repas comme on le faisait depuis le début, soit du snacking, c'est la nouvelle gamme qu'on vient de lancer. À savoir que là on est plus pour remplacer le 4h ou le 10h le matin quand tu as une petite faim. Et ça va vous apporter 100% de vos besoins nutritionnels, donc aucune carence, que ce soit en macro et micronutriments. Donc quand tu manges un feed, tu as tout ce dont tu as besoin et tu n'as pas faim jusqu'au prochain moment de consommation. On pourrait définir feed comme des briques alimentaires dans lesquelles tu viens piocher en fonction de tes besoins du moment, soit un repas, soit un snack. Et alors, donc ça, c'est Feed, le produit, et Feed à l'intérieur. Tu peux nous dire quelques mots. Donc, vous existez depuis 3 ans à peu près. Vous êtes une centaine ? Janvier 2017, on est une centaine. C'est une boîte qui a connu l'hypercroissance, assez classique des startups qui fonctionnent. On a vécu plusieurs étapes. On a une première étape que je définirais comme très opérationnelle, entre 1 et 10 personnes, où là, tout le monde est sur le pont, tout le monde vraiment est à 200%, dort peu, pas beaucoup de week-ends, pas beaucoup de soirées, mais c'est le moment où tout se passe, on va dire. En tout cas, c'est là que tu peux devancer tes concurrents, si tu travailles plus qu'eux. Ensuite, il y a une phase de recrutement. Là, moi, mon job principal, allez, on va dire entre 1 et 100 personnes, c'était de recruter tous les jours des nouveaux et des nouvelles. Là, c'est primordial aussi parce qu'il ne faut pas se gourer sur les personnes à qui tu fais confiance. C'est elles qui vont reprendre le bateau. Le rôle du CEO, c'est pas d'être dans l'opérationnel pendant 10 ans. C'est de bien s'entourer, de créer une équipe de soldats fiables qui vont pouvoir reprendre la main. Et puis la dernière étape, on est en plein dedans, je dirais que c'est le scale / management. Donc je passe beaucoup de temps avec les équipes, beaucoup d'humains, beaucoup de coaching, parce que le CEO, selon moi, devient un coach plus qu'un chef. Il est là pour pousser ses équipes vers le haut, essayer de les accompagner dans leurs rêves, dans leurs ambitions. Quitte parfois à leur dire de quitter leur entreprise, et ça nous arrive. On essaie d'être super authentique, super sain. L'objectif, c'est pas de conserver des profils coûte que coûte, mais c'est au contraire de comprendre ce dont ils ont envie pour en obtenir le meilleur, tout en ce qui s'épanouissent au maximum, quoi. C'est-à-dire que les personnes doivent s'éclater, arriver le matin avec la patate. Donc voilà les 3 étapes que je définirais depuis le début de l'aventure.
Et alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet là, qui m'intéresse énormément d'avance, parce que bon, comme vous le savez, dans le podcast Yaniro, une marotte, ça va être le mot-clé de l'alignement. On a beaucoup parlé de l'alignement entre associés, de l'alignement avec les investisseurs, l'alignement de l'équipe, etc., etc. Et alors là, on va pousser l'alignement à un niveau encore plus macro, alors au niveau de la marque. De quoi est-ce que tu voulais qu'on parle aujourd'hui, Anthony ? On est en train de faire un rebranding, on a fait un rebranding depuis 1 an sur Feed, de manière à aligner la vision de la marque qu'on avait nous en interne en tant qu'équipe Feed fondatrice et la vision qu'en avaient les clients. Et c'est souvent super compliqué de réussir à trouver l'ADN parfaite et qu'on peut assumer. Et donc du coup, ça peut être intéressant d'en parler aujourd'hui parce que je pense que c'est le principal problème que va rencontrer une startup dans son storytelling, dans son histoire. Qu'est-ce qu'on raconte ? Pourquoi on fait ce projet ? Et je pense que tant qu'on n'est pas parfaitement authentique et qu'on n'est pas aligné à 100% avec ce qu'on raconte, on reste une boîte de produits. Et une boîte de produits ne peut pas fonctionner à très grande échelle. C'est-à-dire qu'elle est terminée l'époque où tu vendais des pâtes à un consommateur sans expliquer pourquoi tu fais des pâtes. Donc nous, notre objectif, c'est d'aller plus loin que le simple repas complet et d'expliquer aux gens que quand ils consomment un feed, ils le font pas seulement pour avoir 100% de leur matière nécessaire, d'ingrédients, de nutriments, mais aussi pour prendre un coup de boost, un coup de motivation, se rappeler que tout est possible. Il faut avoir une promesse qui est presque intangible, une promesse Birdview, je dirais, qui est inaccessible. Et nous, en l'occurrence, c'est la revanche sociale. C'est montrer que tout est possible, quel que soit votre destin, même si vous n'avez pas forcément les bonnes cartes en main au début de l'aventure, vous pouvez réussir à choisir vos objectifs. Et nous, c'est ce qu'on a réussi à faire très humblement chez Feed, et même dans nos recrutements, c'est ce qui ressortait. On avait des écorchés vifs qui n'avaient pas forcément les bons diplômes, pas forcément les bonnes familles, ou qui étaient handicapés, qui venaient d'un milieu social difficile. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir une équipe ultra fédérée, ultra motivée, ultra engagée, qui bosse pas pour avoir un salaire à la fin du mois, mais pour participer à une aventure qui les dépasse. Et par hasard, en réalité, quand on a fait ce qu'on appelle un KYC, un Know Your Customer, donc on a appelé nos consommateurs, qu'on leur a envoyé des mails, des typeforms et compagnie, on a réalisé que ceux qui consommaient du feed le faisaient aussi pour ces raisons. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas ça juste pour avoir un repas rapide et pas cher, ils faisaient ça parce qu'ils voulaient participer à quelque chose de grand et que les messages qu'on véhiculait pendant nos interviews leur parlaient. Et donc du coup, on a fait un gros travail, on en reviendra plus en détail dessus, j'imagine, pendant le podcast, sur comment on réinvente la marque, comment on pose la brand plateforme, la Bible, quelles sont nos promesses, nos missions, nos valeurs, comment est-ce qu'on transmet à l'équipe, comment est-ce qu'on doit communiquer. Et ça a été un travail incroyable que moi j'avais jamais fait en tout cas et qui m'a beaucoup appris à la fois sur moi-même et aussi sur la manière de créer une startup. Donc ça c'est quand même fascinant. Ce que tu es en train de me dire, c'est que donc il y avait en interne, ça commence par toi évidemment, mais après par toute l'équipe, le recrutement, la culture interne, les valeurs, voilà, quelque chose, un ADN très très fort au sein de Feed sur la revanche sociale, sur le côté écorché, le côté alors, on va tout arracher, le boost de motivation. Et que pour une raison, alors évidemment, quand on regarde dans le rétroviseur, on peut se dire mais pourquoi on a fait ça ? Mais c'est ça qui est intéressant, c'est d'en parler là. La marque ne traduisait pas ça du tout, en tout cas ne surfait pas assez là-dessus, jusqu'au moment où vous vous rendez compte que finalement votre clientèle c'était eux quand même. C'est ça ? C'est exactement ça, on avait voulu faire une marque pas aseptisé, je dirais, mais un peu grand public, très produit, product oriented, comme on dit, donc c'est-à-dire des packaging avec des fruits, des légumes. On mettait beaucoup en avant le repas pratique, mais si tu veux, c'était une erreur assez classique des startups qui veulent absolument expliquer de manière très factuelle à quoi sert leur produit sans mettre d'émotion. Alors qu'en réalité, si tu veux convaincre ton consommateur et donc ton early adopter, parce qu'il n'y a que le early adopter qui va manger du feed. Disons que Madame Michu, qui est très pragmatique et qui va réfléchir avec l'hémisphère, tu vois, rationnel du cerveau, elle ira pas manger du feed parce qu'elle est trop compliquée, elle va pas aller dans l'émotion. Et donc nous, il faut qu'on aille choper les early adopters qui sont dans l'émotion. Sauf que si tu veux les choper, faut pas être trop pragmatique parce que c'est terre à terre. Il faut raconter quelque chose de plus grand. C'est comme si Evian, quand ils te vendent de l'eau, ils te disaient buvez de l'eau, ça va vous hydrater. Bon, en fait, on le sait, tu vois, quand tu bois de l'eau, ça t'hydrate. Donc eux, ce qu'ils vont te vendre, c'est la jeunesse éternelle, tu vois, c'est l'eau du volcan millénaire en fonction des marques. Enfin, tu vois, il y a toujours une histoire ancrée. Et nous, c'est ce qu'on faisait pas assez. Et ce qui est triste, c'est qu'on avait réellement quelque chose d'intéressant à raconter, à savoir notre histoire personnelle. Moi, je viens d'une famille très pauvre. Mon père était contrôleur de train, ma mère, elle était vendeuse. Tout le monde m'avait destiné, tu vois, à vendre des frites chez McDo, grosso modo. Et c'est là que tu vois le poids
des normes sociales, le poids de l'entourage, et que c'est beaucoup plus dur pour quelqu'un d'y arriver quand il n'est pas bien conseillé, qu'il va pas dans les bonnes écoles, parce qu'il ne sait même pas qu'une start-up ça existe, il ne sait pas qu'il y a des levées de fonds en fait. T'as fait quelles études, si c'est pas indiscret? J'ai fait un bac scientifique et ensuite une fac de droit, donc j'ai un double master 2 de droit, droit privé, enfin droit des affaires et droit immobilier. Donc j'ai poursuivi les études même si j'étais seul et que j'avais pas de famille pour m'accompagner, parce qu'à l'âge de 16 ans j'étais à la rue pour différentes raisons, donc j'étais vraiment livré à moi-même, mais je savais pertinemment qu'il me fallait cette légitimité des études pour pouvoir réussir et pour pouvoir renvoyer les codes en fait tel un caméléon au reste de la société. Mais je l'ai fait vraiment sans conviction et j'ai pris aucun plaisir. J'ai trouvé ça complètement dépassé, suranné. Je pense que l'éducation nationale va être amenée à évoluer très vite parce qu'elle n'est plus du tout à l'ordre du jour. Bref, c'est un autre débat. Et du coup, tout ça pour dire que malgré tout, à force de résilience, d'ambition, de détermination, aussi de passion, de patience, j'ai commencé à gagner de l'argent petit à petit, à faire des business. Beaucoup ont échoué, certains ont réussi. Ce qui est bien, c'est que quand tu es entrepreneur, t'as pas besoin d'avoir raison 50 fois pour bien vivre. Il suffit que tu lances un projet qui fonctionne bien et ta vie change. Et du coup, tous ces échecs et toutes ces erreurs m'ont permis de devenir l'homme que je suis aujourd'hui et de créer cette boîte. Donc, ne pas avoir peur de prendre des risques, ne pas avoir peur d'échouer, et toujours rester motivé. Et en fait, c'est cette énergie-là qu'on avait en interne quand on a lancé Feed, mais on s'est dit c'est difficile à raconter, d'une parce que peut-être il y a un peu de honte, tu vois, de dire ouais, je viens d'une famille comme ça, je suis tout seul, je suis vraiment un peu seul au monde, je me suis créé dans la difficulté. Quand tu vois un monde de start-up qui est très lisse, très superficiel, qui vient de HEC principalement ou des grandes écoles, qui a toujours un oncle, tu vois, qui est dans le VC ou qui a 3 millions de love money quand ils lancent leur projet. Quand tu dis ouais, je viens de la rue, tu te dis c'est pas les bons codes, tu vois. Donc est-ce que je dois les assumer? Et nous, on l'a pas assumé au début et on a essayé de faire une start-up assez classique en réalité. Et c'est dommage parce que c'est pas nous. Et donc à un moment, ça s'est imposé à notre histoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un avant-après. C'est marrant, c'était un interview avec Stéphane Soumier sur BFM Business qu'on peut retrouver sur Google. J'avais passé 6 mois avec des industriels qui m'avaient pris la tête pendant une levée de fonds pour qu'on soit plus gentil, plus doux. Et là, tu vois, sur le plateau, j'ai mis une grosse puissance, tu vois, en mode putain, mais il y en a marre de ces conneries, tu vois. Maintenant, on va vous dire qui on est. Et c'est là où ça. Le coming out. Ouais, c'est ça, c'est le coming out de Feed. Et vraiment, ça a explosé. Il y a eu, je sais pas combien de centaines de milliers de vues. On a battu le record des audiences et compagnie. Et là, on s'est dit, bon, en fait, il se passe quelque chose. Et presque cette haine positive, tu vois, envers le système, cette envie de rébellion, bon, bah, elle est partagée par les consommateurs. Et du coup, c'est pas qu'on en a joué, mais c'est qu'on l'a vraiment révélée telle qu'elle était en interne chez Feed. Et on a dit, bon, on va arrêter de jouer les petits fils à papa, tu vois, qui font des produits sympas. On va raconter à quel point la vie est dure, à quel point c'est galère pour s'en sortir quand tu lances une start-up, parce que ce monde un peu idyllique qu'on te vend en mode les start-up, tout le monde s'aime bien, c'est des conneries en fait. Tu vois, t'es pas ami avec tes concurrents, t'es pas ami avec le secteur, les VC sont pas des gens gentils qui sont là pour t'aider et te faire des câlins le soir quand tu vas te coucher, et c'est normal, tu vois, personne leur en veut. En fait, nous on va raconter la vie telle qu'elle est. Et au final, ça a pris une envergure assez énorme. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, attends, finalement, les gens, ils mangent pas du feed juste pour avoir des protéines, des lipides, des glucides, des fibres, des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments. Mais ils mangent du feed aussi parce qu'ils sont dans une atteinte de leurs objectifs un peu déterminés, forcenés. Et c'est ce qu'on doit leur raconter. Et c'est pour ça qu'on a repensé de fond en comble l'ADN de la marque et qu'on l'a montré au grand jour telle qu'elle était réellement en interne. Alors ça me fait penser, je vais le prendre par le tout petit bout de la plotte, parce que ça me fait penser à quelque chose qui est un peu symptomatique dans le milieu startup. C'est le syndrome du site web qui reflète pas qui on est vraiment. C'est pour X raisons, parce qu'un site web c'est un peu relou, parce que il est retravaillé 1000 fois en A/B testing sur toutes les raisons, et des fois on oublie la partie branding. Enfin, on l'oublie pas, mais elle se dilue. Et des fois, voilà, tu parles à, je sais pas, un fondateur, surtout une boîte qui est un peu entre deux phases, il va te dire bon bah là notre site je le supporte plus, putain, il veut plus du tout dire qui on est, vivement qu'on le retravaille, etc. Et là, donc toi, ce que tu dis avec le point d'orgue BFM, c'est qu'il y avait un peu ça côté marque en général, donc avec tous les assets de la marque. Comment tu le vivais, ça, toute la phase qu'il y avait avant, le côté moi j'ai mon propre ADN, ma propre manière d'être, ma propre manière de m'exprimer,
et il y a forcément un décalage dans la manière dont feed s'exprime. Ouais. C'est exactement ça. Je suis arrivé à un point de sorte de saturation, tu vois. Et je sentais que c'était pas la bonne manière en plus, tu vois. Au feeling, je voyais bien que les gens qui consommaient du feed, c'était pas les bons arguments qu'on leur donnait. Euh, c'est pas la manière dont moi je me serais exprimé, tu vois. La marque ne parlait pas comme moi j'aurais parlé si j'avais pris le micro. Et du coup, j'ai fait un comex avec mes investisseurs, avec mes head managers, donc tous mes grands responsables. Et j'ai dit, voilà, soit on aligne la marque comme moi je le pense et comme je suis, soit pas je m'en vais, mais tu vois, en tout cas ça va pas le faire quoi. Parce que moi je peux pas défendre, moi je suis un mec hyper entier, tu vois, je peux être clivant et je le sais, mais je me travestis pas et je fais pas semblant, tu vois. Donc euh, je pourrais pas défendre une marque qui me parle pas. Et ça va de la moindre musique choisie sur une de nos vidéos à notre site internet, en passant par le design des produits, par les recettes et compagnie, tu vois. Et du coup, bon, on s'est dit, on va tout reprendre from scratch, on va réinventer complètement la marque et on va faire la marque qu'on aurait voulu depuis le début. Et c'est-à-dire que la marque qu'on a lancée là, le 18 mars, c'est la marque telle que je l'imaginais depuis le début, mais que j'avais pas assumé, tu vois. Donc c'est un peu comme si tout ce qui s'était passé avant, pour moi, c'était un brouillon, et ça m'avait permis de faire plein d'erreurs pour justement m'adapter, écouter les clients et leur renvoyer à la fois ce qu'ils attendent et ce que moi j'aime, tu vois. Et c'est un mix de ce que veut le consommateur et de ce que moi j'apprécie. Et là, du coup, c'est un véritable plaisir de voir que c'est pas du temps perdu, parce que ces 3 ans, on a exécuté de manière assez forcenée, on a ouvert plein de points de vente, on a une puissance financière, on a une puissance de marque, tu as 65% des Français qui connaissent Feed dans les grandes villes, enfin, tu vois, c'est une notoriété qui est dure à obtenir aussi vite. Donc c'est pas dramatique, on n'a pas perdu du temps, on n'a pas perdu de l'argent, mais simplement on a su rester agile, on a su écouter aussi parce que le consommateur a toujours raison, tout en prenant du plaisir. Et donc ouais, je pourrais te raconter comment étape par étape on en est arrivé là, mais ça a été vraiment long et fastidieux quoi. Oui, et puis ce qui est intéressant, je repense à ça parce que c'est vrai que sur ces 3 dernières années, moi, en tant que côté consommateur et puis côté dans l'environnement startup, j'ai vécu l'évolution de Feed et c'est très intéressant de voir comment, en étant désaligné par rapport à la réalité de ce qu'est Feed, en tout cas la réalité de comment tu parles, comment tu es et de toutes les valeurs que tu véhicules, vous avez dû, j'imagine, vous retrouver piégé dans des débats qui ne vous concernaient pas du tout. Parce que moi, je revois des articles qui disaient, quelque part, je caricature énormément, mais des choses du type, feed, il y a un côté très start-up, t'as même pas le temps de manger, donc t'avales ta barre, mais quelle tristesse. Ouais, mais quelle tristesse si t'es pas concerné par le message, mais quand t'es concerné par le message, c'est pas quelle tristesse, c'est au contraire, t'es totalement aligné et tu rencontres quelqu'un qui parle ta langue. Exactement, et tu as raison, à vouloir adresser une population trop large, tu adresses les mauvaises personnes. Il ne faut jamais essayer de toucher 100% du marché parce que du coup, tu vas devoir prendre une communication qui est lisse, qui va essayer de plaire au mass market. Sauf qu'en réalité, il vaut mieux que tu te concentres sur 20% du marché, mais qui comprend ton intérêt, qui comprend ton message, qui va être beaucoup plus fidèle, beaucoup plus ouvert. Nous, typiquement, les gens qui mangent du feed, c'est pas des personnes qui travaillent pas, qui ont beaucoup d'argent et qui vivent dans le 6e arrondissement et qui te disent ah ben moi je vais manger au Café de Flore le midi. Bon bah oui, non mais ça c'est sûr que si tu as la possibilité d'aller faire rentrer plat dessert au Café de Flore tous les jours et que tu as un potager dans ton jardin, continue, tu vois, enfin, feed n'est pas pour toi. Par contre, si... Et il n'y a pas de problème Et il d'ailleurs. n'y a pas de souci, en plus, nous, c'est ça qui est fou, c'est que les gens nous critiquent toujours, ils sont hyper caustiques, comme si on voulait modifier, tu vois, la manière de manger en France, alors que nous, on est juste là pour offrir une alternative, un bonus aux personnes qui en veulent. Donc c'est marrant de voir à quel point tu as des gens qui sont, tu vois, dans l'extrême, et qui nous reprochent à nous d'être dans l'extrême alors qu'on ne l'est pas du tout. Nous, on va plutôt se concentrer sur 20% du marché, on va dire les personnes urbaines qui sont pressées, qui sont dans l'atteinte de leurs objectifs. Et quand je dis l'atteinte de leurs objectifs, c'est pas encore une fois juste le travail, gagner de l'argent, parce qu'il y a plein de journalistes qui nous disent oui, c'est une boîte qui pousse à l'esclavagisme moderne, les gens n'ont même plus le temps de prendre une pause au travail. Sauf que les journalistes, ils vont dans cet axe-là parce que c'est un peu putaclic, mais en réalité, Feed, ça permet aussi d'aller à la salle de sport, d'aller visiter des musées, d'écouter de la musique entre midi et deux, de regarder un Netflix, de faire une sieste, d'appeler ses amis qui sont à l'étranger, en gros de vivre tes passions, quelles qu'elles soient. Et en fait, on a réalisé que les consommateurs qui prenaient du feed, ils savaient très bien pourquoi ils le faisaient. Ils le faisaient pas pour passer un moment incroyable, tu vois, organoleptique. On va pas se mentir, quand tu manges du feed, c'est sûr que c'est pas le même kiff que quand tu vas chez Thierry Marx, rue Saint-Honoré, quoi. Mais c'est pas la pas même le même promesse, moment non plus. c'est pas le même moment, c'est pas le même budget. Feed, c'est une brique alimentaire que tu viens utiliser
quand tu es dans un moment très actif et que tu veux faire autre chose de ton temps que passer 20 minutes à faire la queue pour manger un sandwich qui n'est pas équilibré, qui va te coûter 15 balles à Paris avec la formule et qui au final va être gras, tu vas mettre des miettes partout sur ton bureau, alors qu'avec ta barre de feed ou ta boisson feed, tu peux aller à la salle de sport, tu peux travailler plus, tu peux écouter de la musique, tu peux manger même en on the go, tu vois, comme ils disent les Américains, tu te déplaces en même temps que tu manges. Donc mieux adresser une population qui comprend ton message et qui du coup va être plus tolérante, c'est-à-dire que le mec ou la nana qui comprend le message de feed et qu'on est là pour le pousser dans l'atteinte de ses objectifs, il va être beaucoup moins exigeant avec le produit en termes c'est peut-être pas hyper bon, mais en attendant c'est pratique, ça coûte 3 euros, c'est parfaitement équilibré et j'ai vraiment pas faim jusqu'au prochain repas parce qu'il y a un index glycémique très bas qui va me répartir les nutriments pendant toute l'après-midi. C'est exactement ce dont j'avais besoin. En plus, j'ai pris un coup de motivation parce que sur les nouveaux packaging, il y a des mots super forts et c'est l'objectif. On vous rappelle que tout est possible et quelles que soient un peu vos origines, quel que soit votre destin, vous pouvez quand même y arriver. Et on est cette preuve par l'exemple. Tu vois, vraiment, je crois beaucoup, moi, à la preuve par l'exemple. Et il n'y en a pas assez en France. En France, tu prends les gens qui réussissent, malheureusement, ils viennent toujours à peu près du même milieu. C'est toujours les mêmes clichés, les mêmes parcours. L'homme blanc de 30 ans qui a fait une grande école. À l'époque, à l'ancienne génération, on va dire, même s'ils ne sont pas si vieux que ça, mais tu avais Marc Simoncini, tu avais Xavier Niel, tu avais Benabou de vente privée, tu avais des tueurs comme ça, tu vois, qui arrivaient à s'en sortir et qui te montraient que c'était possible, des mecs qui venaient d'en bas. Notre génération, cite-moi un mec qui vient d'en bas qui a réussi. Ouais, non. T'en as pas. Tu prends les dernières startups qui sont sorties ou les derniers trucs qui ont bien cartonné, c'est que des héritiers, que des fils d'eux. Tu tapes le nom famille machin, tu vois que le père il était CEO de je sais pas quoi ou qu'il était dans un fonds d'investissement. Et en fait, ça c'est injuste parce que l'entrepreneuriat doit représenter cette chance pour le peuple. Et si t'enlèves au peuple la possibilité, et quand je dis peuple, c'est pas stigmatisant parce que j'en fais moi-même partie, tu vois. Donc vraiment, je me mets dans le peuple. Si t'enlèves au peuple la possibilité d'avoir cette extraction sociale, cet ascenseur vers l'élitisme, entre guillemets, il n'y a plus rien à perdre, il ne pourra plus jamais y arriver, et ça te donne des mouvements comme les Gilets jaunes, avec une énorme énergie, où les mecs, malheureusement, ils la mettent mal à profit, même si je suis pas là pour faire de la politique, parce qu'ils vont juste casser des trucs, s'énerver, mais ils restent dépendants de la décision de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils considèrent qu'il faut que le gouvernement leur apporte quelque chose pour que leur vie change. Malheureusement, moi, de ma petite expérience et de ce que j'observe depuis que je suis né, c'est que tu es le maître de ton destin, le capitaine de ton bateau, et que personne ne viendra t'aider. Si tu veux vraiment changer de vie, il faut que ça provienne de toi, c'est toi qui vas mettre l'impact. Mais il y a cette énergie, tu vois, cette vengeance, cette envie de revanche en se disant, il y en a marre que ce soit toujours les mêmes qui croquent le gâteau et que les pauvres, nous, on arrive toujours à la traîne une fois que la tendance est passée. Typiquement, les startups, c'est un peu comme l'immobilier dans les années 2000 ou le trading dans les années 80-90. Quand tu sortais des grandes écoles, on te dirigeait vers ces milieux-là parce qu'on savait que c'est là qu'il y avait l'argent. Bon, maintenant, l'argent, il est chez les startups. Et donc, toutes les grandes écoles, HEC et compagnie, font même des programmes d'incubation HEC spécial pour les anciens d'HEC. Ça veut dire qu'on arrive au sommet du truc, il y a des fonds d'investissement spécialisés pour les anciens d'HEC. Je trouve ça dramatique en fait. Parce que ça veut dire que si tu n'as pas fait HEC, tu ne peux pas accéder à leur levier d'investissement. Donc ils vont me dire oui, mais il y en a d'autres. Oui, mais tu vois, le principe de faire un fonds d'investissement avec l'argent d'HEC pour les anciens d'HEC, t'imagines l'élitisme que ça donne. C'est-à-dire que toi, tu es au fond de ta banlieue, tu n'as même pas le bac. Tu te dis c'est pas la peine que j'y aille dans tous les cas parce que rien que pour que je puisse participer à leur bourse ou que je puisse avoir accès à leur argent, il me faut 7 ans pour finir mes études et j'ai même pas le bac donc je l'aurai jamais. Non, il faut des exemples et c'est ce qu'on essaie de raconter avec Feed. Il y a un mot-clé qui est hyper important que tu as utilisé tout à l'heure, c'est le mot-clé caméléon. Tu as dit, effectivement, voilà, j'ai mes origines sociales, j'ai fait des études parce que je pouvais et parce que c'est bien de parler la langue aussi, ou d'être capable en tout cas de parler la langue, jusqu'au moment où ça t'a gonflé. De te dire, le caméléon, ça va 2 minutes. Si tu te replonges un peu dans les dernières années de Feed, comment ça se manifestait concrètement pour toi déjà, on va commencer pour toi, et pour les équipes, ce sentiment d'avoir un peu les fesses entre deux chaises, tu vois. Parce que là, effectivement, le feu, la flamme, on l'entend bien, et je pense qu'on pourrait l'entendre pendant des heures durant, parce que c'est toi, tout simplement. Et donc, tout ça commence à bien se réaligner, et à la fin, ça se réaligne aussi avec les clients, les consommateurs qui sont concernés par cette attitude et par ce rêve.
le désalignement, justement, toi, tu le vivais comment? Donc pas bien, en tout cas c'était très désagréable, mais si tu rentres un peu dans les détails, au-delà de l'aspect vraiment business, parce que oui, bon, effectivement, on peut arguer longtemps de est-ce que c'est mieux de surperformer sur une niche de 20% ou d'être un peu plus tiède sur 80% de la population, ça c'est un sujet, mais qu'on va peut-être pas aborder là. Toi, d'un point de vue juste vécu de la start-up, comment ça se passait? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on faisait un workshop, à chaque fois qu'on sortait une nouvelle pub, qu'on sortait une nouvelle vidéo, elle était propre, elle faisait le taf, mais on la kiffait pas. Tu vois, on n'était pas dans la passion. C'est-à-dire que moi, j'aime les trucs qui sont un peu borderline, j'aime quand ça pulse vraiment. Même la musique, tu vois, c'est un détail, mais on utilisait des musiques un peu classiques, Je coulais les xylophones. Ouais, alors que nous, tu vois, on aurait mis un gros booba, un gros truc violent qui nous représentait. Sauf que, tu vois, on n'allait pas à 100% dans cet alignement en disant oui, mais les investisseurs, oui, mais quand même le marché. Alors qu'en fait, c'est pas qu'il faut s'en foutre, mais il faut s'écouter et il faut prendre du plaisir au quotidien. Et si tu t'amuses pas, bah, t'as plus les bonnes idées, tu tombes dans la facilité. Tu vas écouter des agences qui vont te conseiller, qui vont te faire des pubs. C'est pas toi en fait, tu vois, c'est pas ce que tu représentes. Et du coup, t'as plus rien à raconter. Tous ces podcasts, toutes ces interviews qu'on fait, ils fonctionnent parce que c'est vraiment ce que je pense. Là, tu vois, la discussion qu'on a, je la travestis pas. Tu vois, il y a pas quelqu'un à côté de moi pour me dire quoi raconter. Je te raconte ce que je pense et donc ça fonctionne. Si j'étais obligé de te vendre la vision un peu édulcorée de Feed, qui est pas vraiment, je pense que les podcasts seraient beaucoup moins attractifs et que du coup, bon, bah, les gens s'ennuieraient en l'écoutant. Et c'est surtout qu'à un moment, une fois que tu as parlé de ton produit et que tu as dit c'est un repas complet, il y a 25 ou 26 vitamines, minéraux à l'intérieur. Bon, fine, c'est fini, quoi, tu vois, t'as plus faim, histoire réglée. Alors que si tu racontes une histoire humaine, si tu racontes quelque chose avec de l'émotion, que tu racontes un parcours, bon, bah, c'est différent parce que là, tu vois, tu peux presque philosopher. Et je pense que c'est le rôle des marques de pas seulement apporter un produit, mais d'apporter une inspiration. Et en réalité, ça veut pas dire que ton produit, t'en es pas fier, au contraire. C'est Frédéric Fernandez, l'expert des startups, des DNVB, qui conseille tous les grands groupes à l'achat, qui définit 3 types de startups. Tu as la DNVB 1.0 qui fait juste du produit, ça fonctionne plus parce que les coûts d'acquisition sont trop hauts, donc tu peux plus comme à l'époque faire des chinoiseries où tu vendais en one time, tu vois, one shot un produit et tu cherchais pas de lifetime value, c'est-à-dire que tu vendais en one shot et tu te rentabilisais parce que le CAC était très bas. Tu as la DNVB 2.0 où c'est le fondateur qui incarne à 100% l'histoire. Le risque, c'est que si le fondateur n'est plus là, la marque meurt. Et la DNVB 3.0, ce qu'on essaie de faire depuis le 18 mars, c'est une DNVB, une start-up qui ne fait aucun compromis sur ses produits, qui en est fière, qui fait les meilleurs produits possibles, mais qui est tellement sûre d'elle que c'est même pas ce qu'elle va vendre. Elle va vendre l'inspiration et elle va vendre une motivation à ses consommateurs qui sont pas là seulement pour consommer des produits, mais pour participer à quelque chose qui les dépasse. Et ça peut sembler un peu marketing quand on le dit comme ça, mais c'est une réalité. Moi, je te montre mon LinkedIn, les messages privés que je reçois, et des mecs qui me disent, moi, j'achète du feed. Je suis pas fan, mais quand je paye avec ma carte bleue, j'ai l'impression de voter. Et ben, c'est exactement pourquoi on se bat, Parce que les gens qui nous achètent, ils se disent, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui nous ressemble, pour une fois qu'il y a quelqu'un qui vient d'en bas, je vais l'accompagner, tu vois. Et c'est comme quand ils votent, tu votes pas pour le mec qui a le meilleur programme, tu votes pour la personne qui te transmet quelque chose. Et malheureusement, aujourd'hui, la politique, elle n'est pas du tout représentative de l'écosystème, parce que les politiciens, plus personne leur fait confiance. On a bien vu que droite, gauche, milieu, je sais pas quoi, il n'y a rien qui marche, et que de toute manière, c'est des élites, tu vois, qui gouvernent. Et c'est des élites qui ne comprennent pas le peuple. Là, pour une fois, il y a un peu des jeunes qui viennent d'en bas, qui ont la dalle, qui veulent réussir, qui veulent bouleverser l'ordre établi et qui sont en train de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Ça parle, tu vois. Et c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien. Il y a cet exemple très, très cliché, mais selon moi, c'est les meilleurs. Quand tu avais Microsoft qui vendait des ordinateurs, ou IBM qui vendait des ordinateurs en disant on a le meilleur processeur et notre écran, il est fin. T'as Apple, ils te parlaient même pas de leurs produits. Tu disais, nous, on est là pour faire bouger le statu quo, pour renverser l'ordre établi et pour être toujours en avance sur notre temps. Et donc, du coup, quand tu as acheté Apple, tu le faisais pas pour l'ordinateur, tu le faisais parce que tu participais à la même vision. Et tu te disais, moi aussi, j'en ai marre de cet ordre établi. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui pense différemment. Feed, c'est pareil. Tu dois pas l'acheter parce que c'est un bon repas complet ou parce que ça te parle en tant que produit. Tu dois l'acheter si toi aussi, tu es ambitieux. Si toi aussi tu as envie de faire bouger l'ordre établi et si toi aussi tu as envie d'atteindre des objectifs incroyables que tu t'es fixé toi-même. Et c'est ça qu'on essaie d'expliquer.
Alors, je vais faire un détour sur un sujet. Enfin, j'en parle pas beaucoup dans le podcast, parce que dans le podcast, on est plus là pour parler des invités que de moi. J'ai dû déjà en parler, mais moi, de formation, je suis psychologue du travail. Donc, les sujets humains, ça me parle beaucoup, enfin, évidemment. Hein, c'est la suite dans Yaniro. Il y a quelque chose que je pense qui est une grille de lecture qui facilite énormément de choses dans la compréhension un peu de comment ça marche une société, mais aussi du business, etc. C'est d'accepter une bonne fois pour toutes que les gens sont très différents et que les automatismes des gens sont très différents en fonction un peu de leur personnalité et de qui ils sont, et que ce à quoi ils répondent et ce qu'ils font pour se ressourcer aussi. Tu vois là par exemple, je repense et Fitch, je trouve que c'est un excellent support pour ce débat-là. Quand on pose la question de ah là là, mais t'imagines le monde de l'entreprise esclavagiste qui fait que t'as même pas le temps de manger, ce qui fait que t'es obligé de manger une petite barre. Ok, tu peux le voir dans un angle de je suis une personne qui a besoin pour me ressourcer d'un peu de calme, d'un peu d'oisiveté dans le sens positif du terme. Très bien, il y a plein de gens qui sont comme ça. Il y a aussi plein de gens, et je peux en témoigner très largement parce que moi je fais partie de cette catégorie-là, pour qui, et je pense que c'est un peu tabou de le dire, l'inactivité c'est plus désagréable que l'activité. Ça ne veut pas dire que je travaille à 100%, j'ai plein d'autres choses qui sont intéressantes dans ma vie, mais oui, c'est une réalité que moi, prendre 2 heures le midi pour glandouiller, c'est pas plaisant. C'est pas ressourçant, c'est juste comme ça. Alors après, évidemment, il y a des gens qui vont dire ah oui, mais t'en fais trop, tu fais tout le temps la même chose. Et je prends mon cas de figure, je suis sûr que t'es à peu près de la même espèce. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, on le retrouve dans l'ADN de marque. Si t'es une marque qui est faite par des huskies qui ont besoin de courir tout le temps pour des huskies qui ont besoin de courir tout le temps, effectivement, why not assumer le fait qu'on est de cette race-là, et c'est pas très grave. Il y en a d'autres qui vont parler à d'autres. Moi, je pense à un autre exemple qui est passé par une DNVB, qui est passé par le podcast, Bonne Gueule. Je sais pas si tu les connais, les copains de Bonne Gueule. Eux, alors je retrouve totalement ce que tu dis, c'est-à-dire leur ADN de marque, il est hyper marqué. Ce qu'ils vendent va bien au-delà des vêtements. Donc c'est une marque qui vend des vêtements et qui vend des conseils de vêtements sur leur blog. Et ils ont un ADN qui est très profond sur une certaine forme de responsabilité, de gentillesse même, on peut le dire. Mais c'est aussi parce que ils sont comme ça. Ouais. Et ils font pas du tout attention, ils se forcent pas du tout, ils essayent de transmettre le plus possible qui ils sont. Et du coup, ça marche très bien. On en parlait en off tout à l'heure, c'est exactement ça. Pour qu'une startup fonctionne, il faut qu'elle soit le prolongement du ou des fondateurs, fondatrices. Ça sert à rien d'inventer une grande plateforme que de marque en se disant qu'est-ce que c'est cette marque, qu'est-ce que ça doit être, parce qu'on va intellectualiser la réflexion et on va se baser sur ce qui existe déjà. C'est-à-dire que Feed, tu vois, si on fait, on avait voulu observer ce qui se passait aux États-Unis, on aurait dit bon bah ouais, on va faire un peu comme Soylent, mais on va être un peu plus français, donc on va dire qu'on est un peu plus transparent. Sauf qu'on va inventer des valeurs qui sont pas vraiment les nôtres. Il faut qu'on interroge les gens autour de nous et qu'on se dise moi en tant qu'Anthony Bourbon, fondateur de la boîte, comment tu me définirais ? Et tu demandes à tes proches, à ta petite amie, à tes amis, et eux vont te dire bon bah toi Anthony, quand on te parle clairement t'es déterminé, motivé, ambitieux, résilient, t'es patient, tu travailles dur. Bon bah très bien, c'est la grande plateforme de Feed, parce qu'en fait c'est ce que je suis, et donc du coup c'est ce que la marque doit refléter, et c'est ce qu'on va être capable de défendre le mieux, parce que c'est les valeurs auxquelles on croit, et surtout que les concurrents ne pourront pas copycater. Et ça, c'est hyper important. Il y a souvent des startups qui viennent me voir quand je suis investisseur, qui me disent comment raconter l'histoire. Les investisseurs me demandent de créer des barrières à l'entrée. Je leur dis, la meilleure barrière à l'entrée que tu peux faire pour ta marque, c'est qu'elle soit 100% authentique avec toi, avec qui tu es, parce que ça, les consommateurs vont le sentir et surtout les concurrents ne pourront pas le reproduire. C'est-à-dire que si par exemple nous c'est la motivation, la détermination, la résilience, un concurrent qui va vouloir se défendre les mêmes valeurs, il va falloir vraiment qu'il ait ces valeurs en interne pour les faire aussi bien que nous. De la même manière que si tu es un fondateur hyper gentil, moi je pense au Petit Bidon, une startup que je suis, c'est Cyril le fondateur, en gros le mec veut sauver la planète. Bon mais vraiment, tu vois, quand tu parles avec lui, il est hyper écologique, il m'engueule si j'ai une bouteille en plastique sur mon bureau, et du coup, quand il fait les petits bidons, qui est une lessive sustainable, en 100% naturelle, avec un impact minimum sur la planète et compagnie, c'est le prolongement de ce qu'il est en fait, et c'est pour ça que ça fonctionne. Il n'y a pas de secret, quoi, tu vois. Une autre marque là que j'ai vue, que j'ai rencontrée, qui m'intéresse, c'est Ziggy, c'est de la pet food. Eux ils avaient un animal, ils avaient des chats et
ils tenaient vachement à leur chat, ils trouvaient pas de produit adapté, ils ont lancé le produit pour répondre à un problème personnel, tu vois. Et c'est souvent comme ça que ça se fait. C'est quand tu viens quand tu écoutes ton histoire que ça fonctionne. Les miraculeux, pareil, c'est des compléments alimentaires en gummies. Bah tiens, tu vois, j'ai fini ma boîte. David, c'est un mec qui travaillait chez Coca-Cola. Il n'était pas hyper épanoui, hyper heureux parce que tu vois, bon, forcément, dans les grands groupes, machin, tu vends du soda. Bon, il est reparti à la fac de médecine pour savoir comment il pouvait faire du bien aux humains. Il a monté sa boîte de compléments alimentaires. Bon, bah tu vois, tu vas t'écouter en premier. Et ensuite, tu proposes quelque chose qui est en phase avec ton marché. Je vois aussi des fondateurs, tu vois, qui essaient de se travestir, qui racontent quelque chose qui n'est pas lié à leur destin. De suite, ça sonne faux, tu vois. Et en fait, c'est dur parce que à la télé, en interview, en podcast, quand tu as un micro dans les mains, la moindre petite intonation de voix peut te trahir, tu vois. Tu peux pas faire illusion très longtemps. Tu peux pas faire illusion. Tu vas faire un interview, 2 interviews, 3 interviews. Au bout du 4e, les gens, c'est ouf parce qu'ils ont ce feeling, tu vois, et ils arrivent à dire ce qui est vrai ou ce qui est faux. Et c'est pareil pour les hommes politiques. Toi, tu as des hommes politiques qui perceront jamais, on le sait tous, ça fait 10 ans qu'on les voit, tu vois, à la télé, on va pas donner de nom pour pas les allumer, mais tu vois que c'est faux quand ils parlent. Tu vois que c'est bidon, tu vois, ça prend pas. Bon, bah, ces gens-là, ils auront jamais le vote du peuple. Parce que le peuple, il est pas con. Tu vois, il est peut-être moins éduqué que les élites, il a peut-être pas fait les grandes écoles, mais il a cette intuition, tu vois, au fond. Et donc, les fondateurs de start-up, c'est pareil. C'est pour ça qu'ils doivent pas venir des grandes écoles, mais qu'ils doivent venir de la rue, pour moi. Parce que c'est quand tu as vécu dans la rue, c'est quand tu as galéré, c'est quand tu as une histoire avec des aspérités que tu as quelque chose à raconter. Si tu vois, tu as grandi, et c'est malheureusement le cas de 90% des startups, je vais même plus loin, c'est pas moi qui avance ce chiffre, c'est le gouvernement dans son étude French Tech Tremplin, il y a 99% des entrepreneurs en France qui ne se sont pas faits seuls. Donc ça laisse 1% des entrepreneurs qui se sont faits seuls et c'est dramatique, tu vois, c'est dramatique. Et quand tu as vécu dans des grands appartements payés par ta famille, que tu as été dans les meilleures écoles, que tu fais du tennis et de l'équitation tous les week-ends, qu'est-ce que tu as raconté en fait ? Qu'est-ce que tu veux raconter à part mon produit il est bien pour telle ou telle raison ? T'as rien à raconter parce que tu n'as pas de vie en fait et tu ne connais pas la réalité des Français. Et si tu veux proposer des produits de masse, il faut que tu sois proche du peuple parce qu'il faut que tu le comprennes. Et pour le comprendre, il faut que tu aies vécu proche de lui. C'est pour ça que tous ces CEO de grands groupes, là, l'industrie alimentaire, ils me font marrer parce que sur les réseaux sociaux, tu les vois toujours faire de la flûte, on vous comprend, on vous a entendu. Mais demande-leur quand est-ce qu'ils ont pris le métro pour la dernière fois, tu vois. Et tu verras que le métro, ils savent même pas comment ça marche. Je pense qu'ils pensent que c'est encore avec des tickets à l'ancienne. Tu leur donnes un badge à biper, ils savent pas où faut le mettre, quoi, tu vois. Donc, il faut des gens qui viennent d'en bas, qui aient grandi dans la difficulté, dans le peuple, pour pouvoir raisonner et pour pouvoir avoir un vrai débat authentique. Question qui me vient là. On aurait fait cette interview il y a 1 an et demi. T'aurais été aussi libéré et aussi aligné avec toi-même en interview, ou t'aurais essayé de faire ce que tes amis de la com t'auraient dit, enfin, tu te serais situé où si tu te repenses à des vraies interviews que t'as déjà eues il y a 1 an et demi? Sûrement pas aussi cash, Ouais. sûrement pas aussi direct. D'ailleurs, c'est marrant, tu le vois, s'il y en a qui ont du temps à perdre, tu regardes sur YouTube les premiers interviews qu'on faisait. Tu regardes 2017, on va dire, 2017, début 2018, c'est beaucoup plus aseptisé, tu vois. Je passe sur BFM, j'ai une chemise, j'ai une veste de costume, je vais être propre sur moi, les cheveux bien plaqués. Et puis tu vois 2018-2019, ça commence à pousser jusqu'au jour où j'arrive chez Stéphane Soumier avec un sweat à capuche et un manteau rouge, un hoodie rouge, tu vois, en mode street. Et c'est ça qui est cool, c'est que ce qui est bien, c'est qu'au final, c'est la réalité qui sort. Et malheureusement, c'est plutôt l'inverse. Au début, t'es toi-même et tu t'aseptises sur le temps et tu deviens de plus en plus faux. Nous, on a fait l'inverse. On était plutôt faux au début, même si tu vois, on n'a jamais À l'écoute menti, du marché, on va dire, à l'écoute du de ce que marché, vous imaginiez on qu'était votre marché. renvoyait ce que les gens voulaient entendre, et plus on avance, plus on est cash en fait. Et là, on est vraiment dans l'ultra cash, et on a souvent des sujets, tu vois. Parfois, les investisseurs m'appellent, ils me disent putain, Anthony, j'ai encore entendu ton dernière interview, il est hardcore. Là, j'en avais fait un dans Le Monde sur l'argent où on parle. Tu vois, moi, j'ai aucun sujet tabou en fait. Et j'avais fait un article dans Le Monde où on parlait d'argent. Tout le monde, ça avait été tollé général chez les bourgeois. Tous mes potes bourgeois m'appelaient, ils me disaient mais Anthony, tu peux pas dire ça, ça va pas. Et tous mes potes qui venaient de la rue me disaient mec, t'as tout déchiré, c'était trop bien, t'as eu raison. Et donc tu vois vraiment le clivage, tu vois, entre les élites et le peuple. Et le peuple, pour moi, c'est le plus important parce que c'est de là que je viens et c'est à eux que je dois rendre des comptes. En réalité, les élites, c'est pas compliqué de les avoir dans ta poche, il suffit d'avoir de l'argent, tu vois. Moi maintenant, je le vois,
Et alors, ils sont pas tous comme ça, hein. Il y a aussi des gens bien, mais à partir du moment où tu as une grosse voiture, tu as de l'argent et tu es un peu puissant, tu as du pouvoir, tu as tous les bourgeois de ton côté. Donc le peuple, par contre, c'est sur l'authenticité. C'est comme les rappeurs, tu vois. C'est un peu comme les rappeurs. Les rappeurs qui viennent d'en bas, tu vois, à un moment, ils perdent l'authenticité parce que, bah, en fait, tu n'as plus de haine pour faire des bons sons. C'est-à-dire que quand tu as vécu dans les banlieues, que tu devais vendre de la drogue, braquer des banques pour gagner 3 balles, bon, ben, tu as des choses à raconter parce que tu as de la violence en toi. Par contre, quand tu vis à Miami, dans des belles villas et que tu as 5 Lamborghini, bon, ben, t'as plus forcément la même rancune, tu vois, envers la vie. Et donc, Toi, t'as pas aimé les derniers sons de Booba? ouais, bah alors, Booba, je suis un grand fan. J'adore Booba. Le problème, c'est qu'effectivement, je préférais l'époque où il était avec Ali, où il n'y avait pas de vocodeur, que les sons où maintenant, tu vois, c'est hyper lisse. Il fait un peu presque de la pop. Même si son dernier son, là, est vraiment pas mal, la Centurion, je sais pas quoi, là, truc cheval, cavalier, ou cavaliero, enfin, très sympa qui est sorti hier. Mais c'est normal, et t'as des rappeurs américains qui ont eu le même souci. Eminem, c'était le mec qui puait la haine dans ses premières chansons. T'avais envie de tout casser quand tu l'écoutais. Et après, bah, il a perdu cette haine parce qu'il est tombé dans l'argent, etc. etc. Et pour l'entrepreneur, c'est pareil, faire attention à rester bien connecté. Et c'est pour ça que moi, tu vois, je vis dans un petit appartement, enfin petit, un Extremont sera grand, mais disons que je vis dans 40-50 mètres carrés, alors que je pourrais vivre dans 200-300 mètres carrés comme mes potes. Mais ça m'intéresse pas parce que je veux pas déconnecter, tu vois. Donc je peux m'acheter des trucs qui valent cher parce que je dis pas que je vis comme un moine, tu vois, et que je m'offre rien, mais je vais toujours acheter des trucs qui vont conserver leur valeur. C'est-à-dire que je vais acheter une montre, une voiture, quelque chose que je vais pouvoir vendre plus. Et donc je continue à grimper et mon patrimoine me permet d'accéder à la fois à des choses qui me font kiffer tout en gagnant de l'argent. Par contre, un loyer, une fois que tu as payé ton loyer, reste plus rien, tu vois. Donc moi, vivre dans 300 mètres carrés, je m'en fous, je vois pas l'intérêt. Alors, moi, je voudrais bien revenir à la période coming out. Donc, ça bouillonne, tu te dis, bon, non, c'est quand même pas possible. Le Anthony à la maison, avec les copains de la rue, c'est un Anthony, et puis à Danfil, je suis obligé de mettre mon costume. Et alors, il y a aussi une règle universelle, c'est que quand tu es entrepreneur, que tu as la chance de monter ton projet et que ton boulot te fait chier, tu peux te retourner vers tout le monde, à la fin, c'est de ta faute. Hein. Ouais, En tout cas, s'il y a quelqu'un qui a la main pour faire quelque chose, ça va bien être toi, même si c'est pas si simple que ça. Et donc, tu fais ton coming out. Bon, attends, on va changer Feed, et, en tout cas, la brand platform, etc. Il y a une raison économique, de développement de la boîte, et puis il y a aussi une raison de... Voilà, à un moment donné, il faut réaligner tout ça. Comment ça se passe le coming out, et auprès de qui est-ce que c'est facile et auprès de qui est-ce que c'est difficile? Parce que là, il y a tout un écosystème autour. Là, ceux auxquels je pense immédiatement, c'est les équipes, les investisseurs, les clients. Bon, ça, le temps nous dira ce qui va se passer, mais on y croit, on fait le pari sur la table. Ouais. Comment ça se passe du coup, le coming out? C'est vrai qu'il y a plusieurs étapes et il y a plusieurs personnes à convaincre. Et c'est pas forcément facile parce que du coup moi j'avais pas toujours exposé ce que je ressentais au fond de moi. Le plus simple, c'est l'équipe, franchement, ça a été une formalité. Déjà tu les as recrutés comme ça? Ouais, déjà je les ai recrutés sur la passion, sur l'ambition, et limite ça a été un soulagement pour eux, tu vois. C'est à dire que quand je leur ai dit écoutez, là on n'est pas alignés, c'est pas vraiment nous, il faut qu'on fasse ça, et tout le monde m'a dit mais je suis tellement content que tu le dises parce que moi je le sentais et tout le monde le sentait mais personne n'osait le dire, tu vois. C'était assez ouf. Donc l'équipe, ça a été une formalité, tout le monde a travaillé d'arrache-pied. Tu le disais tout à l'heure, quand tu arrives chez Feed, là ça court dans tous les sens parce que justement on est en train de lancer la nouvelle marque, et donc c'est la folie, tu vois. Tout le monde bosse dessus depuis 1 an, tout va changer, c'est-à-dire que nos recettes vont changer. Il y a 3 axes principaux, on peut en dire un mot dessus et après je réponds à plus en détail, mais on a 3 axes principaux d'évolution. Le premier, c'est la nutrition. C'est-à-dire qu'on divise par 8 le taux de sucre dans tous nos repas, parce que c'était mal compris qu'on utilisait de l'isomaltulose, que c'était pas un mauvais sucre, mais les gens disaient il y a 30 grammes de sucre. Donc bref, on a fait simple. On a supprimé l'isomaltulose et on a repensé les recettes. Donc il y a maximum 4 grammes de sucre par recette pour les repas en poudre, par exemple. Donc il n'y a plus du tout de sucre, ça provient exclusivement des ingrédients naturels. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas 1 gramme de sucre qui ne vient pas des ingrédients naturels. Comme on utilise des fruits, des légumes, etc., ça provient de là. Nutrition, beaucoup plus de goût, beaucoup plus de naturalité. Donc on va mettre plus de fruits, plus de légumes. C'est vraiment meilleur, honnêtement. C'est assez incroyable le changement qu'il y a eu. Je suis tellement impatient d'avoir les premiers retours clients. J'hésitais même à couper tous les produits. J'ai dit je coupe la marque et je ne vends plus un produit tant que j'ai pas les nouveaux produits, parce qu'ils étaient tellement meilleurs que je dis on peut pas continuer à vendre les anciens. Et là les VC m'ont dit écoute, t'es gentil, il y a 3 millions de stocks, tu vas falloir faire quelque chose là. Donc on les a vendus, mais tu vois, j'étais tellement frustré que là c'est la libération pour moi. Donc grand 1 nutrition, grand 2 écologie.
C'était vachement demandé par nos consommateurs, notamment les jeunes. On réalise pas à quel point les jeunes sont impliqués pour l'écosystème et je trouve ça canon. On s'est fait taper sur les doigts parce qu'on utilisait des bouteilles plastiques transparentes, qui étaient un peu notre produit iconique avec de la poudre à l'intérieur. Ouais. Tu rajoutais de l'eau et tu secouais. Et on l'a supprimé, même si ça faisait beaucoup de ventes, pour privilégier des sachets monodose à utiliser en shaker, donc réutilisable et beaucoup plus écologique. Et tous nos sachets deviennent en papier 100% recyclé, recyclable. On est la première marque à faire ça parce que c'était hyper dur à tenir, parce que le papier, si tu veux, peut faire buvard et peut absorber les lipides, donc la graisse. Et là, on a réussi un procédé industriel qui nous permet d'avoir le même taux de conservation, mais avec des contenants qui ont un impact minimum sur l'écosystème. On n'utilise aussi que des cartonniers maintenant qui sont certifiés FSC, donc ils vont faire de la gestion durable des forêts. Ils prennent un arbre, ils en plantent un, c'est très clair. Pareil, les imprimeurs, c'est que des imprimeurs Imprimever certifiés, donc avec de l'encre écologique, etc. etc. Donc ça nous permet au total, quand tu additionnes toutes ces évolutions, d'économiser plus de 300 tonnes de CO2 par an, à chiffre d'affaires constant. Donc évidemment, on va continuer à augmenter, donc ça sera encore plus. Et pour symboliser quelque chose de plus factuel, c'est comme si vous économisiez 43 tours d'avion de la planète Terre chaque année. Donc c'est colossal. Et le troisième, c'est le branding, mais là on en a déjà parlé, c'est mieux raconter l'histoire. Donc pour revenir à ta question, équipe hyper facile. Parce qu'ils sentaient aussi qu'il manquait quelque chose, tu vois, c'est ouf, hein. C'est marrant, je me représente les choses, je sais pas si je suis loin de la réalité, mais je vous imagine tous dans certaines réunions de dire bah alors attends, donc c'est quoi Fit déjà, qu'est-ce qu'on doit mettre, attends il y a le ukulélé, putain fait chier encore ça. Les valeurs en fait on les avait pas plantées, on n'avait pas fait de brand plateforme, donc vous aviez fait un exercice de valeur interne ou de culture interne, enfin quelque chose qu'on fait souvent. Pas vraiment, quand on avait posé des trucs mais à la va-vite, c'était pas structuré, alors que là ce qu'on s'est fait, et on va en parler après, mais on a fait vraiment toute la structure. Qu'est-ce que c'est la promesse de Feed, quelle est la mission, quelles sont les valeurs, quelles sont nos forces, nos faiblesses. On est reparti de tout en haut en mode où est-ce qu'on veut aller, et après on est descendu packaging, produit, onboarding, et on a structuré une bible de 60 pages où là tout est dedans. C'est-à-dire que la bible elle est hyper précise. Un nouvel employé qui arrive chez Feed, on lui donne la Bible, il a toutes les réponses à ses questions, il sait quel logiciel on utilise, pourquoi, comment, c'est traduit dans toutes les langues quand on a un country launcher, country manager, et puis en avant. Donc ouais, on est vraiment reparti de tout en haut et c'est ce qui nous a permis de planter cet ADN. Pour revenir à ta question, j'attends les investisseurs. Les investisseurs un peu plus compliqués. Un peu plus compliqué, mais j'ai la chance d'avoir des investisseurs intelligents. Otium, avant ça s'appelait Otium, maintenant ça s'appelle Utopia, avec Antoine Fine notamment, et Alven, c'est ceux avec qui on bosse au quotidien, Rodolphe Ménégo. Eux, ils savaient que j'étais un mec hyper entier, tu vois, donc quand je leur ai dit, écoutez, il y a un souci, faut qu'on refasse la marque, ils savaient que il fallait m'écouter et que sinon j'allais pas être bien et que si moi je suis pas bien, je suis pas le genre de mec à qui on impose des trucs, si tu veux. Donc ils voulaient que je sois quand même à l'aise avec la marque et ils ont entendu ce besoin de réinventer la marque. Ils ont trouvé ça assez courageux et assez intense parce que vraiment on passe d'un packaging blanc très aseptisé, presque pharmaceutique, à quelque chose de très coloré, très, très tonifiant, très motivant. Ils ont dit waouh, c'est un gros move, mais on te suit, tu vois, si t'y crois. Mais il a fallu quand même que je le présente bien, quoi. Tu vois, je me souviens du pitch, il était bien solide. Il fallait expliquer comment on en était arrivé à ce moment-là, à la vie de la boîte, comment on en était, pourquoi on voulait changer, est-ce que c'était vraiment sûr. Et en réalité, tout s'alignait, tu vois, même nos concurrents, on a des concurrents, on a Soylent, notamment aux US, c'est très proche de nous. Et je disais quand dans 3 ans, on va être aux US et qu'on va être collé à Soylent. Il faut qu'il se passe quelque chose, parce que sinon... Parce que si on vend le même produit en mode on est français, ça n'a aucun poids, quoi. Parce que il faut respecter, tu vois, l'ordre établi. Et Soylent, c'est les premiers arrivés, c'est eux qui ont inventé, entre guillemets, ce packaging blanc. Même si nous, on l'a amélioré selon nous et qu'on l'a rendu un peu plus sexy, bon, bah... tu restes un copycat, alors que là, tu vois, avec cette nouvelle charte graphique, ces nouvelles couleurs,
c'est deux histoires très différentes. Tu as d'un côté les Américains qui sont GMO friendly, tu vois, qui veulent absolument expliquer que l'homme doit suffire dans une grotte et un laboratoire pour vivre seul. C'est leur storytelling à eux. Et puis à côté de ça, tu as les petits Français de feed qui sont là pour montrer que quel que soit ton milieu social, tu peux y arriver et que la smart food, la food d'une manière plus générale, est un outil hyper important dans l'atteinte de tes objectifs, comme le sommeil, le sport, etc., etc. Et donc tu racontes pas la même chose, tu touches pas les mêmes clients. Eux, ça va être très Silicon Valley, tu vois, start-up, etc. Et nous, ça va être un peu plus chic, la vision un peu plus dépassement de soi, peut-être un peu plus New York, tu vois, côte Est. Et du coup, le combat devient intéressant. Et le combat a lieu parce que les deux adversaires sont différents. Tu vois, un combat, c'est comme à la boxe. Si tu prends les mêmes typologies de boxeurs et que tu vois, ils ont la même boxe, bon, c'est un peu chiant. Mais si tu prends deux styles de combat différents, c'est là où ça va se jauger, ça va se tester, il va y avoir du risque, personne ne va oser ouvrir la garde. Et l'entrepreneuriat, c'est un combat. Tu vois, clairement, pour moi, t'as des gens qui veulent te faire croire que c'est hyper sympa, mais moi, je le dis ouvertement, je suis en combat avec les autres startups parisiennes, et pas celles qui sont juste dans la food, celles qui sont à mon niveau en fait de maturité. Parce que malheureusement, il y a un niveau fini d'argent sur le marché pour un nombre infini de projets. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des projets qui se créent. Sauf que l'argent, il n'est pas infini. Tu as des investisseurs tu as un fonds qui va avoir 500 millions, un autre qui va en avoir 300, un autre qui va en avoir 600. Alors oui, il y a beaucoup d'argent sur le marché, mais n'empêche que tu n'as pas 50 000 investisseurs qui vont investir dans des DNVB, dans des marques, et donc tu es en concurrence avec d'autres marques qui ne font pas la même chose que toi. Et moi, j'ai aucun souci à le dire, tu vois. Non, je vais pas m'inventer une vie de Calimero. Parfois, j'ai des fondateurs, ça m'interpelle toujours, qui m'appellent ou qui m'envoient un message. Ouais, Anto, je voudrais savoir comment tu fais ça, avec qui tu travailles, où est-ce que tu fais. Je dis, enfin, mec, tu vois, je suis ravi d'aider mes proches, tu vois. C'est bien d'essayer, mais. Non, mais je suis pas Mère Teresa, tu vois. Je suis pas là pour t'aider, je suis pas là. Si on peut, entre proches, et on a plein d'amis de l'écosystème, créer des groupes et on le fait, des dîners, des trucs, évidemment qu'on sera là pour s'entraider. Maintenant, des gens que je connais pas, à qui j'ai jamais parlé, j'en ai rien à foutre, honnêtement, de la réussite de leur boîte, ça m'intéresse pas. Je me concentre sur les personnes que j'ai dans mon équipe, les investisseurs qui m'ont fait confiance, c'est à eux que je dois amener un rendement. Et franchement, je vivrais très mal, tu vois, qu'ils perdent leur argent parce qu'ils m'ont fait confiance alors que je rentrais pas forcément dans les cases. Et du coup, c'est hyper important pour moi de leur montrer qu'ils ont fait le bon choix. Et c'est déjà assez de focus. J'ai pas de temps à perdre, tu vois, avec d'autres sujets. Est-ce que, consciemment ou pas, parce qu'effectivement, là, on parle des investisseurs, le choix des investisseurs, c'est toujours un gros sujet, parce que, bon, alors, je vais dire deux grandes banalités, à savoir, on choisit pas autant qu'on veut, et en même temps, l'argent devient de plus en plus une commodité, et en même temps, il y a un nombre fini de millions dans les fonds d'invest, donc bon, tout ça, ça fait une espèce de Rubik's Cube où à la fin, quand on est un beau projet, on a une certaine marge de manœuvre dans le choix d'investisseurs au-delà de l'enveloppe financière, enfin, monétaire. Est-ce que ça a été un vrai sujet pour toi à chaque étape, à chaque levée de fonds, de trouver des investisseurs qui, au-delà de suivre le projet à coup d'euros, soient très alignés sur les valeurs et le même ADN, parce que fatalement, c'est un ingrédient de possible désalignement aussi. Je suis d'accord, c'est super important. Et on ne dira jamais assez qu'il faut prendre du temps lorsqu'on choisit ses investisseurs. Il faut manger avec eux. Il faut limite partir en week-end avec eux avant d'accepter leur investissement. Au-delà des valeurs, c'est surtout le fit humain, je pense. Parce que pour le coup, les valeurs, l'ADN, c'est vrai que c'est important qu'ils le comprennent, l'investisseur, mais ils n'ont pas forcément les mêmes. Par exemple, moi je suis extrêmement différent d'Antoine Fine et Rodolphe Ménégo. On se complète beaucoup et c'est ce qui fait la richesse du board, parce que du coup ils vont me tempérer, ils vont être beaucoup plus calmes. Rodolphe, c'est le mec hyper calme, vachement réfléchi, alors que moi tu vois, je suis un peu tout feu tout flamme. Avec Antoine on se clash souvent, mais c'est toujours bon enfant, tu vois, et il exprime son idée, je le comprends, je l'écoute. Donc, on n'a pas les mêmes valeurs, et honnêtement, on vient pas des mêmes milieux, on n'a pas les mêmes histoires, et c'est ce qui fait aussi la beauté, je pense, de notre rencontre humaine. Mais par contre, humainement, on est tous honnêtes, transparents et cash. Et ça, je pense que c'est clé, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir se dire les choses. Et moi, à chaque tour de table, j'ai eu la chance de pouvoir avoir au moins 2 term sheets, on va dire, différentes, de manière à choisir entre 2 VC, et je faisais toujours le choix sur l'humain. Pas forcément sur la valorisation, pas forcément sur le cash out, pas forcément sur le nom de la boîte, mais sur les valeurs. Typiquement, Otium, quand on a levé avec eux, on avait d'autres term sheets avec des fonds qui étaient un peu plus prestigieux. On va dire, Otium, c'était pas hyper connu encore à l'époque. C'était le fonds de Pierre-Édouard Sterrin, même s'ils avaient fait des beaux deals.
Il n'y avait pas des trucs, c'était pas genre un nom incroyable, tu vois, qui fait rêver dans toute l'Europe. Mais par contre, on était en fit avec l'équipe, ils nous comprenaient, on était alignés, je pouvais être moi-même, je sentais que, tu vois, je pouvais leur faire confiance. Et du coup, on a foncé avec eux. Rodolphe, c'est pareil, tu vois. On s'était rencontrés 6 mois avant la levée de fonds. C'est-à-dire qu'avant même de lever, on avait un pote, Alexis Bonillo, si je ne me trompe pas, qui nous avait mis en commun, en relation. Et on avait commencé à se parler avant même de parler d'argent. Et donc, du coup, on avait créé une relation presque humaine, de potes, avant de parler oseille. Et du coup, quand on parlait d'oseille, bon bah, on se disait les choses cash, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais ouais, passez du temps avec vos invests, c'est la clé. Il faut être en totale confiance. Il y a beaucoup d'histoires à Paris qui se passent mal à cause de la relation investisseur-fondateur. Bon, Tony, j'ai l'impression qu'on a fait pas mal le tour là, c'est-à-dire le grand sujet dont on parlait là aujourd'hui, c'était réaligner l'intérieur avec l'extérieur au niveau de Feed. On a vu les équipes, toi-même, donc vu que tu es solo entrepreneur, t'as pas eu le sujet entre associés, c'est toujours ça de gagner, avec toi-même, avec les équipes, avec les investisseurs, donc les clients qui vont suivre. Est-ce qu'il y a un dernier aspect, une facette qu'on n'a pas abordée, dont tu aimerais parler, notamment, je pense, en témoignage, en discussion avec des entrepreneurs qui nous écoutent, qui se posent cette question tous les jours, à différents moments de maturité de boîte, mais qui se disent, bon, moi, je défends telle ou telle valeur un peu en interne, mais je ressens que ma boîte, elle parle pas exactement la même langue, quelle que soit la raison. Est-ce que c'est pour des sujets de marché, d'investisseurs ou quoi? Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de témoigner de toi, le virage qui est en train d'être pris par Feed? Il ne faut pas hésiter à se remettre en question. Ça fait peur parce que quand ça fonctionne bien, et c'était le cas pour Feed, tu te dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre ce risque de se réinventer, de lancer une nouvelle ADN qui ne va pas forcément plaire aux consommateurs. Je pense qu'il faut s'écouter, il faut être capable de ressentir ce dont on a envie. Il faut être super authentique. Et si vous commencez à réfléchir à ces questions, généralement, c'est qu'il y a un souci. Parce que quand tu es parfaitement aligné, tu n'y penses pas et la marque te plaît. Donc si tu commences à trop te poser la question, est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que si, est-ce que là? C'est à mon avis pas bon signe. Donc ça vaut le coup de se faire un petit workshop en mode portrait chinois, c'est-à-dire vous allez vous poser des questions pour vous faire accoucher de cette réalité. Et souvent, il faut le faire avec quelqu'un, donc allez voir un investisseur, allez voir un ami, allez voir un spécialiste, un coach qui va vous poser les bonnes questions et qui va vous dire quel est ton dessin animé préféré? Si tu devais choisir un personnage de fiction, ce serait qui? Une musique, un lieu. Et tu vois, ça va te permettre de ne pas penser directement à la marque, mais de penser à ce qui te plaît. Et quand tu vas recroiser tous ces éléments, tu vas réaliser que ça va dans un axe. Ça va dans un axe. Et souvent, l'axe qui te définit. Ou en tout cas, l'axe à un moment donné, tu vois, sur ta vie. Et là, il faut foncer, il faut s'écouter, il faut se réinventer. N'oubliez pas que ce qui fait la force d'une start-up, c'est d'être agile, c'est de ne pas avoir peur, d'être borderline. Et il ne faut pas réagir comme un grand groupe. Le grand groupe, typiquement, lui, il fera pas ce move parce qu'il aura peur. Moi, j'ai des gens de grands groupes, je ne donnerai pas de nom pour pas avoir de problème, mais enfin pour pas que eux aient des problèmes surtout, qui sont à des grands postes de direction dans des grands groupes alimentaires, français parfois, qui me disent Anthony, moi, je peux rien bouger sur mes packaging. Je sais que c'est des packaging Vieillot et compagnie, mais si je bouge un fruit et que les ventes baissent, je me fais virer immédiatement. Et donc, en fait, les gens n'osent plus prendre d'initiative. Ils ne sont plus intrapreneurs, mais ce sont des suiveurs, tout simplement parce que ils pensent à titre personnel avant de penser pour la marque. Et une start-up doit faire exactement l'inverse. Elle doit penser de manière saine, construite. Et si vous pensez que c'est mieux pour la marque, vous le faites. Et si c'est un échec, en vrai, c'est pas grave, vous rechangerez le packaging. Nous, si ça se trouve, le packaging, ça va être une grosse foirade et les gens vont pas comprendre. Mais c'est pas grave. Au moins, vous l'aurez tenté. On l'aura tenté. Et tu vois, en fait, il faut pas avoir de regrets. Il faut tenter. Si ça marche pas, c'est pas dramatique, en fait. La vie, tu vois, il y a plus grave que ça. Il faut qu'on s'écoute. Et logiquement, quand t'es naturel, que t'es vrai, ça fonctionne toujours bien. Donc, il faut pas s'inquiéter à outre mesure. J'ai une petite conclusion là-dessus aussi. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur la personnalité, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une réalité à tous les niveaux. Je pense à ça, parce que quand tu parlais du portrait chinois, nous, un outil qu'on utilise énormément en coaching de dirigeants, quand c'est par exemple un fondateur, une fondatrice qui veut travailler sur des sujets de leadership, parce que manager une équipe de 10, c'est bien, une équipe de 100, c'est un petit peu autre chose, ça te pousse un peu dans tes retranchements. C'est quelque chose qu'on leur dit très souvent, c'est un outil qui est très simple. On leur dit, c'est qui tes héros?
C'est qui tes vrais héros. Et si ton héros, c'est Astérix, qui est un peu revendicateur, mais un petit peu malin, ou si c'est Einstein, ou si c'est Donald Trump, c'est pas pareil. Mais surtout, surfe là-dessus. Parce que le reste, tu l'as probablement pas en stock. Et dans ta boîte aussi. Probablement que le reste, tu l'as probablement pas en stock. Et c'est pas très grave. Il y a beaucoup à faire déjà avec comment tu fonctionnes. C'est vrai, et ça me fait marrer parce que moi, on m'a posé cette question et ma réponse était Sangoku. Mais c'était sûr, ça fait plaisir. Sangoku de Dragon Ball Z pour ceux qui percutent. Et c'était justement, tu vois, cette capacité à toujours se dépasser. Et plus t'affrontes un ennemi important, fort, plus tu vas à l'entraînement. Il y a un sujet de génération, je suis dans la spirale, là, je suis chaud pour Sangoku. Non mais, tu rigoles, petite anecdote aussi. Je pense qu'il y a un sujet à tous les niveaux de parler la même langue que tes consommateurs et d'assumer, ou en tout cas de tes clients, enfin, peu importe, et de tes équipes. Là, de dire, voilà, moi, mon héros, c'est Sangoku, on a parlé de Booba tout à l'heure, ça clive forcément, parce que ça nous inscrit dans une génération, dans une certaine éducation, une certaine CSP, et à la fin, peut-être que c'est pas très grave. Ouais, parce que, de toute façon, ceux qui t'écoutent, ils suivront. Je suis d'accord avec toi, c'est hyper important. Il faut assumer ce qu'on aime. Et si vous aimez le rap, eh bien, il faut le dire. Si vous parlez dans la vie de tous les jours avec un vocabulaire qui est un peu plus simpliste que les mecs de HEC, c'est pas grave. Et les consommateurs qui vous liront, qui vous entendront, au moins ils sentiront que vous êtes naturel. Donc ne vous travestissez pas. C'est super important d'être soi-même. D'ailleurs, on parle business là, mais c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire pour l'amour, pour l'amitié. Si tu t'inventes un rôle pour plaire à d'autres gens, c'est que tu n'es pas toi-même. Et malheureusement, c'est ça vient souvent de la confiance. Et là, tu vois, je fais un parallèle avec l'amour, mais c'est la même chose pour le business. Si tu n'as pas confiance en toi et que l'autre ne te renvoie pas une image positive de toi, tu vas douter. Et du coup, comme tu doutes, tu vas surjouer. Et tu vas surjouer quelque chose qui n'est pas intéressant parce que ce n'est pas toi. Et c'est pour ça qu'il est super important de s'entourer de gens positifs autour de soi, de gens qui vous apprécient, pas qui vous idolâtrent, tu vois, mais pas loin. Moi, je pense que c'est super important qu'entre amis ou en tant qu'amoureux, tu sois avec des personnes qui te poussent vers le haut, qui disent moi j'ai confiance en toi. Et si tu reçois, tu vois, ce regard bienveillant quelque part, tu prends confiance, tu deviens plus toi-même et tu vas chercher tes forces et tu vas aussi aller sur tes faiblesses. Moi typiquement, tu vois, ce qui fait ma force, c'est que je parle de mes faiblesses. Moi je suis un mec, ok, je suis dur, ok, je suis pragmatique, mais j'ai aucun souci à dire que tu vois, j'ai vécu dans la solitude quand j'étais jeune, que j'ai connu la rue. Et en fait, ça fait aussi partie de mon histoire et c'est ce qui plaît aux gens, ce qui plaît aux consommateurs, ce qui va plaire à mes amis, ce qui va plaire à mes copines, parce qu'elles voient l'écorché vif derrière. Et il faut être naturel, mais tu ne peux parler de ça que si tu as confiance en toi. Tu vois, si j'avais pas fait feed ou que j'avais pas réussi d'autres business, peut-être que j'assumerais pas de parler que quand j'étais jeune, j'avais pas d'argent. Parce que c'est hyper dur de dire, ouais, quand j'étais jeune, j'avais rien, tu vois. Tu peux le faire quand tu as réussi. Donc vous, arrivez à passer cette étape-là, arrivez à vous construire de manière saine et racontez vos faiblesses, racontez vos failles, assumez-les et faites-en des véritables forces. Je pense que c'est un message qui est vachement important et on va terminer là-dessus. L'alignement dont on parle, qui va être de toute façon, moi j'y crois à mort aussi, un boost énorme pour le business et puis pour le kiff personnel de tous les jours, d'être à la tête de feed, etc. Enfin, ou n'importe quelle entreprise que nos auditeurs sont en train de piloter. C'est un but et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire en 2 minutes. Là, tu l'as dit toi-même. Ça a été aussi rendu possible parce que Feed est un très très joli succès qui s'est construit sur 3 ans, qui s'est fait à coup de travail acharné. Peut-être, on peut pas le réinventer, que si vous aviez démarré dès le début en disant on aura des pubs où il y aura du Booba qui hurle à fond et des bars qui te disent vas-y mon gars, tu vas y arriver, le Nike de la bouffe, peut-être que les investisseurs auraient fait ouais, alors attends, fais tes preuves quand même parce que t'as l'air très sympa comme ça. Mais j'en sais rien. Donc tout ça pour dire, parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent qui se disent ouais, alors là ça m'a tapé un peu dans le cœur et je sens bien que je mets un petit costume de start-upper et puis peut-être qu'il est un peu grand pour moi, en tout cas il est pas exactement comme j'aimerais être. C'est pas très grave tant que consciemment vous vous dites que vous êtes là pour réduire l'écart entre qui vous êtes vraiment, qui est vraiment la boîte, qui fait à quoi ressemble l'équipage et ce qu'il y a à l'extérieur. Exactement, je suis d'accord avec toi, la patience et le long terme c'est important. Rien ne se fait rapidement. C'est souvent une erreur des jeunes de penser avec les réseaux sociaux que tu deviens une star en 6 mois. Non, les personnes qui ont réussi vraiment mettent 5 ans, 10 ans, 20 ans. Donc soyez patients et construisez votre succès sur le long terme. Bon, toi, tu en as encore donc pour 2 ou 7 ans. C'est juste sur le succès feed. Moi, ça va. Il n'y a rien qui se fait rapidement. Je sais que mes objectifs de vie, mes grands objectifs de vie, je les atteindrai pas avant 40 ans. J'ai au moins 10 ans de travail avec feed ou d'autres boîtes. Mais les grands objectifs que je me suis fixés, je suis encore loin de les atteindre. Ce n'est que le début.
Bon, Anthony, on va s'arrêter là. Écoute, c'était un vrai plaisir. Les gens qui ont envie d'en savoir plus sur Feed, c'est quoi le meilleur endroit où aller, à part un supermarché? Est-ce qu'il faut aller sur votre site? Et les gens qui veulent te parler, j'imagine que c'est pas forcément simple, tu fais pas non plus ce que tu veux de tes journées, mais c'est quoi le canal sur lequel on peut te contacter si on a envie d'engager la discussion? Pour en savoir plus sur Feed, c'est feed.co. CO. Et pour me parler, le seul moyen, c'est d'aller sur LinkedIn et de m'envoyer un message. C'est le seul réseau social que j'ai. J'ai 0 réseaux sociaux sinon, donc social pour le coup. Donc LinkedIn, Anthony Bourbon. J'essaie de répondre à tous les messages, mais c'est pas toujours facile. Bon, Anthony, c'était un vrai plaisir. Et puis je te dis à la prochaine. Et puis le meilleur pour cette nouvelle mue de Feed. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, le plus simple est de vous inscrire sur la newsletter Yaniro sur www.yaniro.co. Pour aller plus loin, rendez-vous lors d'un de nos ateliers gratuits pour commencer à avancer sur vos propres turbulences. Je sais, ça fait peur, mais c'est comme ça qu'on avance. On vous attend avec impatience sur www.yaniro.co/events, EVENTS, et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.